Bonjour à toutes et tous. Merci pour la possibilité de présenter effectivement cette petite présentation pour expliquer un peu l'importance aussi, le rôle des principes FAIR pour une gestion rigoureuse, mais aussi ouverte de données de recherche. Aujourd'hui, je vais vous présenter des cas spécifiques avec des exemples pour rendre tout ça moins plus ancré à la réalité des chercheurs et chercheuses de l'HECSO. Donc, la science ouverte repose sur le partage et la transparence des données. Certainement, vous savez ça déjà, et nous permet effectivement de réutiliser les données d'autres pour éviter de refaire les mêmes recherches, ou aussi pour comparer notre résultat à les résultats de recherche antérieure. Toutefois, pour garantir la reproducibilité et la validité des résultats, il est essentiel que les données soient accessibles dans des conditions précises. Donc, les principes FAIR, Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, répondent à cette exigence en offrant un cadre pour rendre les données scientifiques plus facilement découvertes, comprises et réutilisées. Et donc, ma présentation explorera comment appliquer ces principes pour promouvoir une recherche plus transparente et collaborative. Ma présentation se déroulera en 4 sections principales. Tout d'abord, une introduction pour contextualiser l'importance des principes FAIR, ensuite un guide à l'utilisation des principes FAIR qui détaillera leurs fondements. La troisième partie portera sur la gestion FAIR des données avec des applications concrètes. Et enfin, la conclusion résumera les points clés. Pour introduire notre sujet, nous examinerons d'abord les enjeux et bénéfices du partage des données de recherche. Le partage des données est étroitement lié à une gestion rigoureuse des données en accord avec les principes FAIR. Mais pourquoi adopter une telle approche? Quel avantage apporter le chercheur à la science dans son ensemble de la société? En respectant ces principes, le partage des données améliore non seulement la visibilité et la citabilité des travaux des chercheurs et chercheuses, mais contribue également à la validation des résultats par leur examen. Pour la science, si vous voulez, les données FAIR permettent d'explorer une nouvelle méthode de recherche et de stimuler la collaboration interdisciplinaire, tandis que pour la société, ces partages optimisent l'utilisation des ressources et en réduisant les coûts liés à la création et au traitement des données, renforçant ainsi la transparence et l'intégrité de la recherche scientifique. Les données de recherche se déclinent en plusieurs types: les données textuelles qui incluent articles et transcriptions, les données médias qui facilitent une communication plus immédiate et visuelle, particulièrement utile pour la présentation des résultats et pour une compréhension accessible au grand public. Mais il y a aussi des données mathématiques et statistiques qui permettent des analyses quantitatives, c'est bien. Enfin, il y a aussi des données liées aux environnements numériques, tels que les codes, logiciels et workflows, qui soutiennent la reproducibilité et l'automatisation des processus de recherche. Lorsque on est en projet de recherche, la gestion des données est cruciale à chaque étape, de la conception vraiment et à la préservation finale des résultats. Chaque fois que vous travaillez avec des données de recherche ou lancez un nouveau projet, il convient de prévoir certains aspects essentiels. Par exemple, planifier du début la recherche, mais aussi les collaborations, les rôles. Et à ce but, je vous conseille vivement de créer un plan de gestion des données qui vous aide vraiment à définir tous les aspects importants. Il inclut, par exemple, comment vous allez collecter et stocker les données pendant un cours de traitement, comment vous allez analyser, traiter les données, qui aura accès, comment les données seront sécurisées. Et même une question évidente, comme par exemple l'organisation de la documentation des données de recherche, nécessite une planification rigoureuse avec la question clé: serais-je en mesure de trouver et de comprendre mes données dans quelques années? Dans le cadre de la création d'un plan de gestion, il est essentiel de réfléchir à une série de questions pour assurer une gestion optimale des données produites. Par exemple, quel type de données vous allez collecter? Comment allez-vous les gérer?
il y a des obligations légales éthiques, comment seront-elles décrites, qui aura accès, comment allez-vous les stocker de manière sécurisée, comment allez-vous les conserver après la fin du projet, seront-elles rendues publiques à la fin du projet et qui et comment on pourra les réutiliser. Donc, c'est extrêmement important de savoir, de pouvoir répondre à toutes ces questions déjà au début. Et c'est clair qu'en cours de projet, les réponses à cette question changeront probablement, mais il faut se poser la question avant d'entamer un projet pour éviter d'arriver à la fin et de dire, OK, c'est une énorme quantité de données, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, on passe maintenant à la partie un peu plus détaillée parce que on va voir dans les détails en quoi consiste cette directive FAIR. Concrètement, il s'agit d'une liste de 16 principes répartis en 4 dimensions: findable, accessible, interoperable and reusable. Leur objectif est de promouvoir des bonnes pratiques de gestion des données, indépendamment du domaine. C'est ça vraiment la force de ces 16 principes. C'est qu'ils sont dotés d'une portée étendue et peuvent être appliqués à différents types de données dans une grande variété de domaines. C'est clair qu'avec tous ces principes et dimensions, ça peut vite devenir un peu flou, surtout par ceux qui découvrent la gestion des données ou qui ne sont pas habitués à utiliser standards, etc. Il faut bien comprendre chaque principe pour réussir à les appliquer correctement, ce qui peut compliquer les choses. C'est clair que si vous avez des questions tout au long du cycle de vie, je vous conseille soit de contacter les data stewards de votre école s'il existe un, de contacter les data stewards du domaine ou même de vous adresser aux bibliothécaires s'il y a des bibliothécaires experts dans la gestion de données de recherche. Mais pour la présentation courante, on peut dire que on peut surmonter cette complexité, clarifier l'application des principes et il faut adopter une approche structurée. Les premières étapes pour rendre les données FAIR consistent à les décrire avec des métadonnées détaillées. Vous verrez tout au long du cycle de vie des données, les métadonnées jouent un rôle fondamental et vous verrez que, par exemple, pour la découverte automatique des ensembles de données pertinents, les métadonnées doivent être faciles à trouver, aussi bien pour les humains que pour les machines. Être assigné ils doivent aussi inclure l'aspect fondamental, c'est d'avoir un identifiant persistant et pérenne. Et pour être accessible, il est nécessaire que il y a certainement des limitations concernant l'utilisation des données et les protocoles pour interroger ou copier les données doivent être clairement spécifiés pour les humains comme pour les machines. Pour rendre les données interopérables, les éléments plus importants sont les schémas et vocabulaires. Donc, les métadonnées doivent être suffisamment bien décrits à l'aide de vocabulaire et de schémas, mais aussi doit être décrit avec des attributs détaillés pour être aussi réutilisés. Et ces attributs doivent inclure, par exemple, la licence, qui est un aspect fondamental de la bonne gestion de données. Dans la section suivante, donc, nous allons analyser en détail les mesures à mettre en place pour rendre ces données FAIR, en illustrant chaque principe par des exemples concrets. Pour rendre les données facilement trouvables, il est essentiel de mettre en place des éléments qui facilitent leur découverte. Cela passe pour l'utilisation des IDs, identifiants pérennes, et des métadonnées descriptifs, et par le dépôt de données dans des entrepôts dédiés. Qu'est-ce que c'est un identifiant pérenne? Dans la pratique, DOI, c'est un identifiant pérenne. Il joue un rôle essentiel dans la gestion des données, leur attribuant un code unique et permanent qui garantissent leur accessibilité et leur traçabilité. Donc, les données, les Digital Object Identifier DOI
permet de distinguer chaque jeu de données de manière fiable et facilite leur localisation sur des plateformes d'entrepôt de données comme Zenodo. Il y a aussi l'ORC-ID, Open Research and Contributor ID, qui est un identifiant unique attribué aux chercheurs et chercheuses, permettant de les distinguer de manière fiable et de relier leur contribution scientifique à leur profil personnel. Parmi les Persistent Identifiers, je pense que c'est important de mentionner du début les URI, tels que les URI proposés par Wikidata, qui attribuent également des identifiants uniques à différentes entités, facilitant ainsi leur référence et leur interconnexion dans diverses bases de données. Par exemple, la ville de Genève possède un identifiant unique sur Wikidata permettant de la retrouver facilement et de l'associer à d'autres données dans les cadres du web de données, du web sémantique. L'élément fondamental pour une bonne gestion des données est la métadonnée. On a dit tout ça au début, et c'est essentiel de le répéter. C'est un document qui sert à décrire une ressource, donc une donnée, de manière précise. En plus de métadonnées génériques, un large éventail de métadonnées spécifiques peut être ajouté pour enrichir la description des ressources des données. Les métadonnées descriptives, par exemple, jouent un rôle clé dans les principes de trouvabilité en permettant une identification rapide des données disponibles et en facilitant leur découverte. Les métadonnées structurées, la hiérarchie entre les données, arborescence, etc., renseignent sur la composition et l'organisation des données, favorisant ainsi l'interopérabilité et la réusabilité, en facilitant l'intégration des données qu'avec d'autres systèmes. Les métadonnées administratives ou légales apportent des informations sur la date de création, les droits d'accès, la durée de vie et les modalités d'exploitation des données. Et cela contribue à rendre les données accessibles et réutilisables en précisant les conditions et les restrictions d'accès et de modification. Il y a aussi des métadonnées techniques qui décrivent la structure et les informations de stockage ou et qui garantissent l'interopérabilité en permettant une compréhension technique claire pour une intégration avec différents systèmes. De plus, la présence des détails sur le protocole d'authentification joue un rôle essentiel pour assurer l'accessibilité des données en précisant les conditions et les moyens d'accès sécurisés. Enfin, les métadonnées opérationnelles permettent de suivre quand et comment la donnée a été créée ou transformée, statut, provenance, historique, etc., ce qui contribue directement à leur réalisabilité en assurant la transparence et la traçabilité des données. Les métadonnées qui décrivent un jeu de données sont souvent dans des fichiers séparés. Et donc, pour expliciter les liens qu'il y a entre les deux, le métadonnées doit être intégré d'identifiants pérennes et uniques, comme on avait dit tout début. Et on répète ici. Et donc, il faut vraiment faire attention à utiliser enrichir votre métadonnées avec tous les identifiants pérennes uniques qui sont pertinents pour les rendre trouvables. Pour conclure, les aspects clés du principe de trouvabilité, donc findable, il faut nécessairement parler d'entrepôt des données. Je pense que la plupart de vous connaissent déjà IARETA, que c'est le dépôt des données institutionnelles de l'Université de Genève. Et il est considéré comme un dépôt en entrepôt fiable. Il a aussi obtenu le Core Trust Seal qui vraiment définit la qualité, l'autre qualité de ces dépôts. Ensuite, juste pour dire que c'est IARETA et les ETH, les PFZ Collection qui ont cette Core Trust Seal. Et là, c'est possible de créer un dépôt et de chercher dans leur archive pour retrouver des informations pertinentes pour votre recherche. Oui. Déposer les données dans un dépôt permet de les rendre accessibles à d'autres utilisateurs et de faciliter leur découverte grâce à des fonctionnalités de recherche avancées. Les entrepôts de données sont en effet des services web qui offrent un espace pour héberger, chercher et télécharger les données.
Cela garantit également une réutilisation optimale des données car les entrepôts assurent leur disponibilité, leur gestion dans le temps. Lorsqu'on cherche une information sur le web, on utilise généralement un moteur de recherche qui indexe les sites web et présente les résultats sur une page. Publier des données sur un site quelconque pourra les rendre trouvables, mais la recherche scientifique exige une indexation plus fine et contrôlée. Donc, les entrepôts de données tels qu'IARED répondent à ces besoins spécifiques en offrant une meilleure indexation d'autres services comme attribution des BIADIS, des licences de réutilisation, ainsi qu'un stockage sécurisé et pérenne des données. En résumé, l'entreposage dans les plateformes dédiées est essentiel pour maximiser la visibilité et l'accessibilité des données conformément au principe FAIR. Maintenant, on passe à discuter du principe d'accessibilité qui vise à garantir que les données soient facilement consultables et téléchargeables par les utilisateurs tout en respectant certaines normes techniques. Pour répondre à ces critères, les données doivent être accessibles via un protocole de communication standard à la fois libre et ouvert, facilitant ainsi leur utilisation pour un large public. Ce protocole peut également inclure des mécanismes d'identification pour contrôler l'accès lorsqu'il est nécessaire. De plus, même lorsque les données elles-mêmes ne sont pas disponibles, les métadonnées associées doivent rester accessibles, permettant ainsi aux utilisateurs de retrouver des informations descriptives essentielles. Pour être fair, les données doivent pouvoir être récupérées via un protocole de communication standardisé. Un protocole de communication, c'est un ensemble de procédures qui suivent les machines pour communiquer correctement entre elles. Il existe plusieurs protocoles selon les types de communication visés, afficher la page d'un site web, consulter ses emails, changer, etc. Et certains de ces protocoles très largement utilisés sont considérés comme des standards. Par exemple, ici, vous avez les HTTP et les FTP qui sont des protocoles largement utilisés surtout par l'entrepôt et non par l'entrepôt de données. Pour respecter les principes d'accessibilité, les protocoles de communication standard doivent être libres et ouverts. Les recours à des protocoles de communication libres et ouverts garantissent un plus large accès aux données des recherches et en compatibilité avec des features utiles. Il convient donc de ne pas utiliser des protocoles de communication propriétaires comme Skype, Microsoft Exchange Server, etc. Pour se préserver de toute dépendance technologique propriétaire. Bien que certaines données soient produites avec des fonds publics, leur accessibilité n'est pas toujours possible par des raisons légitimes. Les principes d'accessibilité FAIR ne signifient pas nécessairement que les données doivent être totalement libres et ouvertes. Selon les lignes directrices du programme Horizon 2020 sur les données FAIR, les données devraient être aussi ouvertes que possible, mais aussi fermées que nécessaire. Elles doivent être ouvertes pour encourager la réutilisation et accélérer la recherche, tout en restant fermées lorsque cela est nécessaire pour protéger la vie privée ou des informations sensibles. Par exemple, cela concerne les données à caractère personnel, les données relatives à la sécurité nationale, les données soumises en dépôt de brevets. Si certaines de vos données doivent être restées privées, il est important de spécifier précisément les conditions dans lesquelles elles peuvent être accessibles, qui peut y accéder, par quels moyens. Par ailleurs, un site utilisant un protocole sécurisé peut employer des certificats pour identifier ses visiteurs, renforçant ainsi la sécurité. Les choses dans l'entrepôt des données peut donc dépendre aussi du protocole de communication utilisé pour garantir une accessibilité sécurisée à vos données. Pour se conformer au principe FAIR, les métadonnées doivent rester accessibles même lorsque les données elles-mêmes ne le sont plus. Ici, par exemple, les données sont restreintes, l'accès aux données c'est restricted, donc on ne peut pas vérifier, on ne peut pas accéder aux données, mais c'est possible aussi qu'au fil du temps, certaines données deviennent indisponibles ou qu'elles soient perdues. Dans tel cas, les métadonnées jouent un rôle crucial en préservant des informations précieuses pour le jeu de données disparues. Elle permet ainsi
à d'autres chercheurs et chercheuses de prendre connaissance de l'existence de ces données, de poursuivre les recherches associées ou encore de contacter les personnes qui ont produit les données. L'entrepôt de données joue un rôle clé dans ces processus car il héberge à la fois les données et les métadonnées associées. Ainsi, même si les données deviennent inaccessibles, les métadonnées continueront de fournir des informations essentielles permettant aux chercheurs et chercheuses de retrouver l'article ou de contacter les responsables. Le troisième principe FAIR, le principe de l'interopérabilité, s'appuie sur les technologies du web des données, du web sémantique, permettant de créer un réseau global d'informations scientifiques. Il est non seulement possible, mais également recommandé d'exploiter cette technologie pour établir des liens significatifs entre les différentes données, enrichissant ainsi les contextes de la recherche initiale. Cela rend la recherche des données plus efficace et facilite la découverte des données et des informations pertinentes. Pour garantir l'interopérabilité des données, 3 éléments clés sont nécessaires. Donc, les données doivent être décrites avec un vocabulaire contrôlé. Les vocabulaires utilisés doivent respecter les principes FAIR. Et les métadonnées doivent être reliées à d'autres jeux de données. Donc, maintenant, on passe à la pratique. Et on peut prendre le cadre d'une recherche visant à trouver des données sur un sujet qui vous intéresse. Et supposons qu'il existe un jeu de données quelque part, donc vous n'avez pas connaissance, donc vous ne savez pas où il est stocké, mais il est stocké quelque part, par exemple, il peut être stocké dans Yared. Qu'en ferez-vous pour le trouver? Donc là c'est vraiment importante la question qui se pose, c'est si ce jeu de données c'est bien écrit, vous allez le récupérer à l'aide des métadonnées. Idéalement, vous serez en mesure de le faire tout de suite. Dans la réalité, c'est plus complexe parce que le web contient des millions, voire des milliards d'informations qui pourraient interférer avec vos recherches et produire des résultats non pertinents. Cela est d'autant plus probable si les jeux de données qui vous intéressent étaient décrits de manière peu détaillée, sans utiliser des métadonnées structurées ni des vocabulaires spécifiques au web sémantique. Donc, pour avoir de la chance de trouver ces métadonnées, ces données entreposées dans Yared, c'est un conseil que je vous donne et une bonne pratique à adapter. Pour rendre donc la recherche fructueuse, il est nécessaire que les métadonnées qui décrivent les jeux de données utilisent des vocabulaires contrôlés, mais aussi des liens qui permettent de les relire à d'autres données et d'autres métadonnées. Donc, c'est nécessaire que les métadonnées soient interopérables. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble un vocabulaire contrôlé, je vous propose l'exemple, par exemple, de Pactos, qui est un vocabulaire spécifique à l'archéologie. Là, vous avez plusieurs catégories qui est avec si vous cliquez dessus, vous pouvez trouver la définition du concept générique et un concept plus spécifique, les concepts associés, mais c'est aussi intéressant de noter que les plurilinguismes de ce vocabulaire qui vous proposent plusieurs versions du même concept dans les différentes langues. La définition, donc ça c'est un typique exemple de vocabulaire FAIR et qui vous propose aussi, surtout, la chose la plus importante, qui vous propose une ORI. L'ORI, c'est fondamental pour identifier les concepts de destruction violente, en général dans les cas spécifiques. Et lors de la création de votre métadonnée, si vous utilisez des URI, c'est ça veut dire métadonnées liées. Si vous utilisez des URI pour décrire les concepts de destruction volontaire, cela permettra aux personnes recherchant des jeux de données liés à ces sujets, quels que soient les langages utilisés dans leur recherche, de retrouver facilement votre jeu de données. L'utilisation des termes prédéfinis aide les machines à partager un langage commun et à se comprendre. Les vocabulaires contrôlés donc, jouent un rôle
clé dans l'interopérabilité, une assurance que le système informatique a doté un format standardisé pour l'échange de données. Pour terminer notre discussion sur notre analyse sur les critères nécessaires pour les données interopérables, on abordera le dernier concept, c'est le concept de métadonnées liées. Ici, je suis désolée, ça devrait être là. Les métadonnées liées devraient être en vert. De toute manière, c'est ce que je vais vous montrer ici. C'est un modèle de métadonnées très, très, très détaillé. C'est un modèle qui permet de vraiment avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer l'information liée au jeu de données auquel la métadonnée se réfère. Il existe des centaines de schémas de métadonnées. Je vous conseille d'aller à l'adresse suivante pour trouver des schémas de métadonnées qui sont liés à votre domaine d'expertise ou des schémas de métadonnées qui sont plus généralistes. De toute manière, vraiment, plus votre métadonnée est riche, plus sera réutilisable. Et ça, c'est les derniers points que je vais aborder aujourd'hui. C'est les principes de la réutilisabilité qui visent à permettre aux données d'être facilement réutilisées dans le cadre de futures recherches. Pour cela, les métadonnées doivent être riches et comprendre une pluralité d'attributs afin de fournir une description complète des données. Une licence de réutilisation est également attribuée pour clarifier les conditions d'usage. Et de plus, la provenance des données est indiquée pour assurer leur traçabilité, leur partage, respect et les standards établis par la communauté scientifique. Et dans la pratique, si vous décrivez votre donnée de manière détaillée, c'est une manière pour vraiment garantir leur utilisation. Et parce que plus on connaît les contextes dans lesquels les données ont été créées, plus on peut en tirer profit. Ces principes incitent à offrir beaucoup d'informations contextuelles sur les données, même celles qui peuvent paraître inutiles, car on ne sait pas quels seront les besoins des futurs utilisateurs. Pour rester en termes de métadonnées, donc les informations apportées doivent aider à déterminer la qualité des données pour permettre de reproduire l'expérience et de réutiliser les données. Parmi les informations à fournir avec les données, celles concernant la provenance essentielles pour prouver leur crédibilité et leur fiabilité, parce qu'il serait plus facile d'accorder la confiance à des résultats issus du jeu de données B plutôt que du jeu de données A. Pour que les données soient réutilisables, il est nécessaire d'indiquer des informations pour les contextualiser. Ces informations peuvent être contenues dans un fichier qui s'appelle README et qui permet d'avoir des informations supplémentaires. Je suis sûre que la plupart de vous est au courant du fait qu'en Suisse, les données issues des recherches financées sur des fonds publics doivent être ouvertes et partagées et librement utilisables, sauf exception légale, données sensibles par exemple. Mais même si vos données peuvent être librement utilisables, il est préférable d'attribuer une licence pour expliciter vos conditions, afin que la personne qui va réutiliser vos données sache dans quelle marge de manœuvre il a pour les réutiliser. Il existe des licences gratuites qui sont adaptées pour l'ouverture des données de recherche. En général, on parle beaucoup de Creative Commons, par exemple, mais il existe aussi Open Database License qui permet d'attribuer une licence à une base de données, pas qu'à un jeu de données. Il existe plusieurs licences par logiciel. Ce sont des indications, mais vraiment, la liste est longue. On parlera de Creative Commons parce que c'est important de faire une distinction. C'est une licence très utilisée et souvent on pense de pouvoir utiliser n'importe quelle licence pour n'importe quel jeu de données. Il faut spécifier que certains éléments, que les tableaux Excel, les diagrammes, etc., sont donc des datasets qui sont créés, si vous voulez, par la machine, qui ne sont pas qui ne représentent pas une œuvre de l'esprit humain, on ne peut pas les considérer comme protégés par les droits d'auteur. Donc, en principe, vous pouvez choisir n'importe quelle licence, mais à savoir que la seule licence qui aura validité dans une dispute légale, ce sera la licence ici 0.
les restes, pour les restes des données, par contre, vous pouvez utiliser toutes les licences. On vous conseille toujours de limiter les restrictions à l'attribution, mais c'est à vous un peu de choisir. Pour aborder le dernier, parce qu'on arrive à la fin de notre 30 minutes, pour aborder le dernier aspect de la réutilisation de données, du principe de usability, les données doivent suivre des standards de la communauté. Donc, pour être réutilisables, les données doivent être, si vous voulez, les formats ouverts représentent une bonne option. Ici, vous avez une liste de formats ouverts qui sont conseillés selon les types des données, d'autres formats qui sont acceptables et à éviter. C'est clair que les formats, on ne peut pas, ça dépend vraiment de la discipline, on ne peut pas toujours s'attendre à utiliser des formats ouverts, mais au moins qu'ils soient des formats acceptés par la communauté de votre domaine. Ici, je vous propose d'aller consulter les sites des CCC pour vérifier quelles métadonnées, selon la discipline, quel schéma de métadonnées vous pouvez utiliser pour faciliter la réusabilité de vos données. Pour conclure, donc, on a abordé les concepts de la gestion des données. On a parlé des principes FAIR comme une liste de bonnes pratiques à utiliser, sur lesquelles s'appuyer pour définir vraiment la stratégie pour traiter vos données. Donc, tout début, chaque fois que vous travaillez avec les données de recherche ou que vous vous lancez dans un projet de recherche, il convient de planifier la recherche en termes de collaboration pour vraiment avoir une idée de la dimension des tailles, s'il y a des limites éthiques, des questions éthiques à aborder pour bien commencer les projets. Il faut bien sûr, pendant la collecte et création des données, il faut décrire les métadonnées, décrire les données dans la mesure du possible, sécuriser les données, gérer les accès, voir comment ces données sont accessibles, mais aussi sécurisées dans le sens qu'elles sont bien stockées, qui se trouvent dans une plateforme, dans des médias qui peuvent, supports médias qui peuvent les garder sur le long terme. Pendant l'analyse des données, il faut considérer plusieurs aspects, comme par exemple aussi anonymiser les données au fur et à mesure qu'on les collecte. Et au moment de la préservation et de la curation des données, savoir faire aussi un tri. Savoir quoi il faut valoriser et quelles données ce sera peut-être pas nécessaire de garder sur longtemps. Pour pérenniser les données, bien sûr, il faut faire référence à un entrepôt et au final, il faudra diffuser ces données et afin de gérer tous ces processus selon des principes FAIR, je vous laisse avec une schéma, une sorte de représentation de tout ce qu'il faudra faire, toute la documentation nécessaire, toutes les questions à aborder pendant la planification de votre projet de recherche. Bien entendu, les principes FAIR, ce ne sont pas des sont principes auxquels, si vous voulez, il faut s'inspirer du principe, mais pas être découragé par la quantité d'informations à gérer pour décrire et sauvegarder votre domaine. Donc, il faut s'inspirer au principe FAIR, à savoir que peut-être votre jeu de données, votre plan de gestion sera à faire au 70% ou 60%, mais vous ne devez pas vous décourager à cause de ça. On a plutôt, les principes FAIR sont des conseils. Si c'est à vous de choisir comment les suivre et dans quelle mesure les suivre. C'est clair que si dans votre institution existe quelqu'un qui peut vous aider à gérer tout ça, ben, ce sera important de s'adresser à cette personne, cette spécialiste, et de voir dans quelle mesure vous pouvez gérer votre domaine de manière FAIR.
Merci pour l'attention et je vous laisse aussi avec une série de liens utiles qui vous permettent d'aborder toutes les questions qui ont été traitées dans le cadre de cette présentation.